Pour introduire le chapitre suivant, on va donc lancer un film sur la commune de Dommartin, une commune qui est vraiment aux portes de la métropole, vous le verrez, qui fait un petit peu moins de 3000 habitants, vous le verrez aussi. Et on vous laisse regarder ce film et ensuite les intervenants reprendront. Dommartin est une commune d'environ 2500 habitants et se situe donc dans l'aire métropolitaine lyonnaise, à environ 15 km de Lyon. C'était un bourg rural qui était d'ailleurs resté assez rural jusqu'aux années 70 à 80. Sa caractéristique, c'est qu'il est hors de la ville, si j'ose dire, parce qu'il est un peu caché des grandes voies de circulation. J'ai vu l'évolution de ce village qui est démarré d'un village rural, qui est en train de perdre l'ensemble de ses commerces, qui est en train de diminuer en termes de population, qui a connu une étape avec un accroissement de population et la nécessité qu'il y avait de redynamiser notre village, de redynamiser son activité économique. Cette équipe a tout de suite senti qu'il y avait des actions à mener en termes de revitalisation du cœur de bourg de Dommartin. Ils ont amené un dynamisme et un regard peut-être plus axé sur une vision de l'avenir. Et du coup, nous avons été, en tant que CAUE, associés à cette démarche. Ici, on a décidé, il y a donc plus de 20 ans, dans les années 95-2000, qu'en 2020, la commune n'aurait pas plus de 3000 habitants. C'est-à-dire que quand on décide du nombre d'habitants potentiels, cela intervient sur sa structure, sur la trame viaire, sur les espaces naturels, et on ne peut pas faire d'un seul coup, soi-disant 10 000 habitants, puis en même temps s'appeler village. Il n'y a pas de cohérence. Donc, on a travaillé là-dessus pendant 10 ans. On m'a dit, bien sûr, oh ben non, on sera comme les autres, vous ne pourrez pas. C'est qu'une question de volonté politique, au bon sens du terme, d'aménagement de territoire. Alors, requalification du centre historique, ça, c'est la genèse du projet. Finalement, on se retrouve avec un centre historique, classiquement une ancienne mairie, des locaux associatifs, des commerces et une petite place historique. Mais globalement, sur cette place historique, les commerces, petit à petit, soit disparaissaient, soit étaient en perte d'activité. Donc l'essentiel était comment remettre en valeur tout ce patrimoine historique du village et comment lui redonner de la vie. La structure urbaine de Dommartin, organisée autour de la place de l'église et son église, selon un axe nord-sud, une sorte de village-rue, qui accroche le tissu ancien et toutes les fonctions urbaines, équipements publics, etc., etc. Tout de suite, l'idée de travailler sur cet espace s'est révélée comme une opportunité extraordinaire. À partir de 2004, il y a eu des opportunités. Donc ça a démarré par le centre historique du village, avec ses commerces traditionnels qu'il a fallu préserver, continuer à faire vivre. Et puis des opportunités se sont déroulées tout au long du mandat. Et il a fallu effectivement saisir ces opportunités, prendre des risques aussi. Et je pense que c'est ce que nous avons fait. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que ça s'est déroulé sur une période significative à l'échelle de 3 ou 4 mandats. Alors, le schéma directeur qui a été mis en place reposait sur un certain nombre d'objectifs, en particulier la restructuration et la densification du centre-bourg, et surtout organiser les circulations douces à partir de ce grand vide qui demandait à être restructuré suivant des principes que nous avons essayé de définir avec les élus, à savoir connecter et créer des liens entre les différents éléments qui constituent le centre-bourg et créer de nouvelles relations pacifiées, sans voiture, qui soient exclusivement piétonniers, donc des circulations douces qui seraient organisées suivant des principes et des orientations que nous avions définis. On avait la chance d'avoir du foncier plein centre et de ne pas en avoir fait n'importe quoi. Donc ici, on a l'église, on a les deux bâtiments très républicains, comme dans beaucoup de communes à une époque, c'est-à-dire il y avait et l'école et la mairie. La première chose, c'était effectivement de requalifier la mémoire du village. Ce qui fait la particularité du centre-bourg de Dommartin sur ce projet, c'est de pouvoir circuler à pied et d'avoir accès pratiquement aux principaux équipements publics de la commune à partir de cet espace central qui est devenu un parc-jardin. C'est un espace très fédérateur, structurant,
et qui a permis la mise en place aussi d'une opération de logement qui a fini en quelque sorte de délimiter cet espace central. Et puis l'aventure a continué avec l'opportunité d'acquérir de façon assez proche du centre-village un ancien bâtiment, un ancien corps de ferme, dans lequel, là aussi, deuxième opportunité, mais deuxième prise de risque, la commune a décidé d'acquérir ce bâtiment, de préempter ce document et essayer d'imaginer comment on allait pouvoir l'intégrer, comment faire une continuité, comment faire une harmonie architecturale, une harmonie d'urbanisme, pour qu'on puisse installer là aussi du logement, du commerce et de l'activité. Et ça a été l'aventure de la ferme du Pro. C'était un pari un petit peu fou, de dire on va relancer du commerce, on va relancer une supérette, un boucher va venir se réinstaller, une pizzeria va venir se réinstaller alors qu'il y en a beaucoup. Finalement, des rencontres ont eu lieu, c'est-à-dire que tout ce projet il repose beaucoup sur de l'architecture, de l'urbanisme, des finances, mais il repose aussi beaucoup sur des femmes et des hommes. Et c'est des histoires de rencontres de commerçants qui ont accepté de relever ce défi avec nous. Alors tout n'a pas été clair, je vous avoue que la première fois qu'on a installé la supérette, on a réfléchi, est-ce que c'était un grand distributeur qui allait venir installer une petite surface? Et puis finalement non, on a rencontré des commerçants indépendants et ils ont investi beaucoup de leur temps, ils ont investi beaucoup de leur argent pour venir nous rejoindre dans ce projet. C'est joint à ces opérations de parcours de vie, la diversification du logement. Ici, on n'a pas échappé à une notion de banlieue, c'est-à-dire villa, et logement individuel, qui représentait plus de 95% de l'habitat. Donc lorsqu'on a décidé cette centralité, c'est bien sûr de diversifier le logement. Donc l'objectif à chaque programme qui a été concerté, même si nous ne sommes pas contraints par la loi SRU, d'affecter un minimum de logements pour du logement social, mais aussi de permettre à des personnes qui ont un âge certain, qui ne peuvent plus entretenir leur pavillon, qui ne peuvent plus entretenir leur maison, de pouvoir aussi trouver une offre de logement différenciante. C'est pour ça qu'on a développé de l'accession à la propriété, de l'accession sociale à la propriété et du logement locatif social. La forme architecturale qui a été proposée par l'équipe lauréate correspondait davantage en termes d'échelle et d'effets en quelque sorte volumétriques par rapport à l'épanelage général du centre-bourg, c'est-à-dire la silhouette en quelque sorte des constructions existantes. L'idée, c'est de peser ce qu'est le village, de sonder son âme, de savoir ce qu'il représente pour ses habitants, de savoir pourquoi les gens veulent venir habiter votre village, essayer de développer cet axe. Donc le plus important, ce n'est pas un projet urbain, c'est un projet humain qui devient un projet urbain. Avec le recul, je crois que la plus grande expérience que je vais tirer finalement, ce n'est pas la difficulté ou ce n'est pas le montage financier ou ce n'est pas le montage architectural, c'est toute la démarche intellectuelle, toute la démarche collective qu'on a eue sur un tel projet. C'est comment un tel projet, on y réfléchit, on pose les différents éléments du puzzle, on en débat, on continue certaines idées, on en abandonne d'autres, et puis on écoute et on travaille en collectif pour s'assurer effectivement qu'on aille dans la bonne direction. La temporalité dans cette opération est primordiale et je dirais la permanence également des acteurs, c'est-à-dire le maire et son équipe, poussés par une vraie volonté politique de transformer le centre de Dommartin et de faire évoluer la commune comme une commune où il fait bon vivre et qui propose des espaces à la population qui soient pacifiés et vertueux. Lorsque vous faites une centralité, il faut se battre, dans le bon sens du terme, il faut convaincre. Il faut être sûr de soi, politiquement, quand je dis politiquement, on parle bien d'aménagement de la commune, mais il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des compétences professionnelles, il faut les trouver. Et les trouver, c'est... Pour une affaire centrale, comme d'ailleurs pour un aménagement de territoire, c'est architectes, urbanistes, et des gens qui ont un regard, qui ont un apprentissage, mais qui ont un regard surtout. Mais ce qui me satisfait aujourd'hui, que je suis retiré de la mairie, c'est que lorsqu'on a eu fini, les gens ont dit « Ah ouais, mais on ne pensait pas que ça serait comme ça, etc. » Et c'est un consensus. On a peut-être pas été en avance sur notre temps, c'est pas ça. C'est d'avoir perçu ce que devrait être la commune. Alors je crois que c'est l'occasion aussi de parler un petit peu de cette crise sanitaire de l'année 2020 qui nous a révélé aussi des profonds changements dans les comportements de nos habitants et donc de Dommartin. On n'a jamais rencontré autant de monde sur la place du village, avec les jeux pour enfants, à proximité de l'école. Je pense que les Dommartinois ont pris l'habitude de se croiser à nouveau dans les commerces
du village. On discute, on échange, on s'entraide et on refait sortir de la solidarité. Un centre avec une meilleure architecture, un meilleur urbanisme, des bâtiments qui correspondent à tous les besoins de la population, du commerce qui est là, et bon, on a des ingrédients pour qu'on ait un village aujourd'hui qui revit. Et tout ce qu'on vient de connaître dans cette année 2020 avec la crise Covid l'a démontré. Marie-Lise qui fait un petit croquis du film de Dommartin où on voit bien le lien entre tous les équipements, l'école, les commerces, l'église, la mairie, etc. et comment on fait le centre d'un village. Ce projet-là, il a été lauréat du prix Paysage en projet 2018, qui est un prix du CAUE. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur, et puis parce qu'il a une histoire vraiment sur le temps long. L'idée, c'est à la fois sur Mai et sur Dommartin de bien mettre en valeur que c'est des projets qui se sont développés sur plusieurs mandats, avec une vision vraiment de long terme, et des maires qui ont vraiment porté, parfois contre vents et marées, leur projet. Ce village de Dommartin, on voit bien qu'il a aussi voulu rester village tout en restant aux portes de la métropole. Il a su trouver sa place par rapport à l'influence justement de la métropole, qui est forcément présente même s'il ne fait pas partie de la métropole. Et ce sujet de la commune au travers des différentes strates, c'est-à-dire l'échelle de la commune, l'intercommunalité, le département, jusqu'à l'État. Je pense que Patrick, tu voulais commencer par cet élément-là, de poser un petit peu tous le champ dans lequel s'inscrivent les élus et leurs actions d'aménagement. Tout à fait. Merci. Effectivement, dans l'exercice de planification de projets urbains, il y a un exercice à faire d'aller-retour entre la question du voisinage désirable, ce dont on a parlé tout de suite avant, et ce dont on va parler maintenant, c'est la question du territoire vécu. Donc deux échelles différentes. Il y a là où j'habite, et puis il y a tous les endroits où je suis amené à me rendre dans ma semaine. Voilà. Alors, bien évidemment, on ne peut pas ne pas parler de projet sans parler des pièces du cadre légal dans lequel on se trouve et de cette logique qu'on appelle la logique de subsidiarité entre, on va dire, le cadre législatif, les lois, les schémas régionaux qui sont émis souvent par les services déconcentrés du préfet de région, des schémas départementaux au niveau du préfet de département, et qui ensuite s'imposent plus ou moins par un jeu de conformité ou de compatibilité ou de règles de compensation aux bassins de vie et aux groupements de PCI qui ont à travailler sur des projets supraclominaux, des plans, comme le SCOT ou le PLH, le PDU, et ensuite arrive à l'échelle de l'intercommunalité ou de la commune la notion de plan local d'urbanisme qui va permettre ensuite de délivrer des permis d'aménager ou des permis de construire. Donc cette subsidiarité, comme on dit, impose donc à l'échelle de la commune, on soit obligé de s'inspirer, même souvent beaucoup plus, de cette connaissance accumulée depuis le haut, pour pouvoir appliquer. Alors, on a effectivement aujourd'hui un cadre, et on ne peut pas s'en soustraire comme ça, qui précède. Donc on construit un certain nombre de politiques publiques autour de l'habitat, de la planification, des trames vertes et bleues, c'est indispensable, des orientations d'aménagement et de programmation, et puis autour de la question des mobilités. Ce sont autant de politiques publiques qui, elles, méritent d'être articulées entre elles et qui doivent faire système pour prendre une décision. Alors, ces politiques publiques articulées entre elles, elles partent de problématiques. Je me suis amusé à faire ces petites bulles qui montrent bien les problématiques. La santé physique, c'est l'alimentation, c'est l'agriculture raisonnée, c'est la biodiversité. À ça s'ajoute la question de la distribution, de la surface agricole utile pour faire de la nourriture en circuit court, la valorisation de la terre agricole, la question du commerce de proximité, on l'a vu
tout à l'heure avec Dommartin, de la réduction du recours systématique à des transports lointains, et puis des enjeux d'économie, d'emploi local. On pourrait continuer comme ça longtemps autour de tous ces sujets, des sujets de paysage notamment, des sujets d'agriculture restaurée qui sont beaucoup plus douces, l'agroforesterie par exemple, ça peut être un enjeu, mais aussi des enjeux économiques, de patrimoine, de savoir-faire, patrimoine humain. Hein. Les gens habitent, pourquoi aurait-il besoin à Dommartin d'aller tous travailler à Lyon? Est-ce qu'on ne peut pas reconstituer un projet autour de la question on sait que l'agriculture durable et l'agriculture agroécologique va sans doute avoir besoin de bras, comme d'ailleurs le commerce local. Donc là, il y a un enjeu autour de la politique de peuplement. Hein. On n'a pas, il faut surveiller le point mort de la population et toujours s'assurer que la population ne baisse pas. Sinon, on fait courir un risque aux équipements, à l'existence des commerces et ainsi de suite, des services. Voilà. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, dans la compétence de planification, mais de projet urbain plus largement, ou de projet territoire, hein, on articule quasiment tout ce qui concerne la vie, nos vies. C'est d'ailleurs ce qui rend l'exercice motivant. Hein. Aujourd'hui, on ajoute la question de l'évapotranspiration des espaces publics en essayant de garantir un maximum de pleine terre. Dans les PLU, on ajoute des coefficients de pleine terre. Tout ça va très bien. Moi, je trouve que voilà, l'enjeu, c'est la qualité de l'air. Alors ça, c'est effectivement ce que doit faire un document, une réflexion autour d'un plan guide, c'est s'assurer que tout s'interconnecte bien, tout s'articule bien. Puis il y a une autre échelle, c'est l'échelle de l'interrelation entre les territoires, parce que les habitants, ils ne sont pas là seulement sur la commune où ils habitent, mais ils sont appelés à aller travailler, ils ont une vie quotidienne qui les amène dans la semaine à emmener les enfants faire du sport à tel endroit, par exemple. Alors je vous montre ici un document que j'ai fabriqué quand j'étais chef de service en DDE en Eure-et-Loire. On est à Chartres, la tache jaune au milieu. Et l'Eure-et-Loire est dans la région centre, mais aux portes de l'Île-de-France. En 1968, voici le bassin d'habitat de Chartres au milieu. C'est-à-dire la somme de toutes les communes qui envoient chacune au moins 40% de leurs travailleurs actifs dans la ville-centre. Donc c'est intéressant de voir comment ça évolue avec le temps et comment un jour... de 1990, finalement, l'Île-de-France commence à envoyer des acquéreurs, des gens qui travaillent en Île-de-France, mais qui viennent habiter dans le département pour des raisons de pression foncière en région Île-de-France. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce phénomène a tendance aussi, pour les habitants de Chartres, à plutôt privilégier l'acquisition de terrains pour construire leur maison, toujours plus vers le sud-ouest, parce que au nord-est, ça commence à être un petit peu cher. Voilà. Alors, effectivement, on en tient compte. On en tient compte parce que ces communes, si je me permets une petite marche arrière, ces communes qui sont en rouge foncé là, qui véritablement voient de nouveaux habitants s'installer, c'est à cause de la pression non seulement du foncier en centre-ville de Chartres, mais aussi de l'Île-de-France. Et bien évidemment, ces communes ne peuvent pas ne pas regarder les revenus des habitants qui habitent. Et ces fameux déciles de revenus qui nous importent tant et qui font que, en général, la promotion immobilière ne s'intéresse pas aux 6 premiers déciles, ça on en est quasiment sûr, ce qui a fait dire à tous les ministres de l'équipement qui ont succédé ou du logement que effectivement 70% de la population était éligible au logement social. Donc il y a forcément une démarche à faire en termes de logement social pour des raisons simples, c'est que c'est la première marche du parcours résidentiel de tout individu, la plupart du temps. Et qu'il faut bien se dire que c'est seulement les déciles à partir, alors ça dépend où on est, et ça dépend du marché aussi, à partir du 6e, 7e, 8e, 9e décile que la promotion immobilière commence à s'intéresser à vous et vous démarche la commune, démarche les habitants. Elle connaît bien le marché, mieux que souvent que les élus. C'est dommage, elle connaît bien les réseaux des banques et elle sait très bien que là, il y a la possibilité de construire ou pas une opération. Alors effectivement, heureusement qu'on a les organismes publics ou privés de HLM pour compenser dans les zones hors marché. Puis enfin, effectivement, il y a les grands détenteurs de patrimoine après qui personne ne court et qui ne courent pas après nous pour chercher un logement. Donc ça, c'est pour moi ce qui me permet de vous dire à quel point
il y a cette notion de processus de projet qui nous intéresse plus particulièrement. Et donc, il fait que depuis le PLU jusqu'à la production d'opérations, on est bien là en train de travailler à la fois sur l'échelle territoriale du voisinage désirable et jusqu'à cette échelle du territoire vécu. Alors moi, la question que j'ai envie de poser maintenant à toi, Jean-Yves, c'est comment certaines villes moyennes s'organisent-elles pour plutôt assurer une complémentarité avec la métropole, en l'occurrence la métropole de Rennes, plutôt que d'être en concurrence? Je note d'abord que le maire de Martin, enfin l'ancien maire, a bien dit le projet humain avant le projet urbain. Je trouve que c'était vraiment significatif et tous les propos qu'on tient depuis le début, c'est pas qu'un discours, c'est une réalité pour traiter les choses. La deuxième chose, c'est que, bon, j'y reviendrai après, mais on n'habite pas un PLH, un PLU ou un SCOT, on habite une rue, un quartier, une ambiance, tout ça. Bon, on verra ça pour les formes urbaines. Sur le débat des villes moyennes, alors il y a un débat en France qui est toujours, mais ça c'est lié aux journalistes aussi qui veulent des choses simples. Donc on oppose les métropoles aux périurbains, aux villes moyennes, aux petites villes. Alors il fut un temps, il y a 15-20 ans, il fallait absolument vivre dans les aires métropolitaines où tout se passait bien. Et puis maintenant, au contraire, avec la pandémie entre autres, il fallait vivre dans les villes moyennes, dans les petites villes, etc. Je pense que ce sont des faux débats. En fait, la mobilité fait qu'il faut permettre encore une fois aux citoyens de choisir l'endroit où ils ont envie d'habiter en fonction, encore une fois, de leurs désirs, de leurs contraintes et donc de leurs envies de ville ou de petites villes ou de villes moyennes. Et je vais vous prendre deux exemples intéressants, donc Fougères et puis Saint-Brieuc. Alors, Fougères, quelques photos d'abord pour situer. Vous avez une grande rue centrale qui va de l'église au théâtre, qui est un vieux théâtre qui avait disparu, qui a été remis comme théâtre par un maire, Jacques Faucheux, il y a déjà une vingtaine d'années, et qui est un deuxième théâtre d'ailleurs qui est dans la nouvelle zone d'activité d'anciennes entreprises qui ont été restructurées. Donc le fameux château de Fougères, magnifique, et donc dans la rue centrale, les marchés, enfin voilà encore une photo. Et donc qui est une ville moyenne intéressante. Donc, quelques photos. On voit vraiment le lien entre la nature et l'urbain, qui est vraiment une osmose assez extraordinaire. Alors c'est une ville aussi qui est, vous voyez, qui est à peu près 50 km de Rennes. Malheureusement, le train a été supprimé. Il y a un débat avec la région pour le remettre un jour avec la deuxième ligne de métro de Rennes, ce qui permet de ne pas rentrer dans la ville de Rennes, ce qui serait pas mal. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une ville qui, vous voyez, une petite ville moyenne, 21 000 habitants, dans une agglomération quand même un peu plus grande, 55 000. Et en fait, c'est une ville qui avait une image négative liée à la ville industrielle de la chaussure. Et finalement, cette production-là, elle s'est arrêtée. La production s'est faite ailleurs, dans les pays émergents. Et puis, elle a refusé à une époque l'implantation de l'usine Citroën, au moment où les usines de chaussures fermaient. Et donc, il y a eu, vous voyez, une incapacité de penser l'avenir. Ce que l'on disait aussi, un territoire, il faut toujours penser l'avenir, même si ça viendra quelquefois 10, 15 ans. Et donc, il y a une perte de la population. Et cette ville était vécue, si vous voulez, comme une ville où il y avait l'échec, quoi, si vous voulez. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, bon, c'est qu'elle est en voiture à 30 minutes de Rennes. Elle a organisé, elle a développé en débat avec la région et avec les métropoles, Brest et Rennes, mais Rennes essentiellement, donc l'arrivée d'étudiants, et ça c'est important, de diversifier. Elle a donc ces deux services, les deux théâtres, un bon hôpital, parce que ce que les gens, quand les gens veulent aller dans une ville moyenne ou une petite ville, ce qu'ils regardent, c'est d'abord au niveau santé, ce qu'il y a comme service, au niveau culturel et au niveau de la vie active, de la vie, etc. Son château est une référence, elle a diversifié son économie aujourd'hui, et donc, si vous voulez, elle développe, et le maire de Fougères donc, développe un lien de territoire avec la métropole rennaise. Et par exemple,
eh bien, cette attractivité retrouvée, elle est d'autant plus importante, elle joue aussi sur la culture. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un paysage qui est magnifique, vous avez vu les photos, qui relie bien la nature et puis l'urbain, mais c'est aussi au niveau de la culture, une ville qui est assez extraordinaire. C'est là que vivait la sœur de François de Chateaubriand. Beaucoup d'écrivains sont passés dans cette ville, donc ils ont su retrouver l'histoire de la ville. Et le développement de cette ville moyenne devient aujourd'hui quelque chose comme un atout. Et le travail des alliances de territoire s'organise de plus en plus dans le cadre de la région Bretagne. Saint-Brieuc, autre exemple, là aussi vous avez une ville avec des marchés, une ville historique intéressante, toujours aussi un paysage assez extraordinaire au niveau végétal. Vous avez la mer qui est tout près, voici, avec le port du Légué en bas de la ville. Et alors, ce qui est, vous voyez, ce qui est très curieux, c'est que en fait, on ne voit pas la mer quand vous êtes dans le centre de Saint-Brieuc. On ne voit pas la mer. On ne sait pas que la mer, elle est à côté. Et donc, les élus ont lancé une étude de centre-ville pour redécouvrir à des endroits donc précis, parce que c'est possible, d'avoir des vues sur la mer et de bien montrer comment se situe Saint-Brieuc dans son territoire géographique. En plus, c'est un territoire qui est assez, au niveau géographique, qui est assez trituré. Et finalement, il y a des grandes coulées vertes. Et je disais au maire, mais attendez, ces coulées vertes, on ne les voit pas non plus. Donc, on a fait des propositions de faire des passerelles, pas obligé de nécessairement toujours descendre, pour sentir comment la nature participe à ce territoire-là. Puis autrefois, il y avait un petit train qui descendait jusqu'au port du Légué. Aujourd'hui, là, c'est une descente qui est faite pour les modes doux, pour les vélos électriques et puis pour la marche. Et on pourrait imaginer de retrouver peut-être sous une forme ou sous une autre, etc. C'est-à-dire que là, on reconstruit un paysage avec la nature, une descente vers l'eau, et donc ça fait partie de ces volontés d'avoir, si vous voulez, une ville plus attrayante, qui a des atouts extraordinaires, mais qui les avait oubliés, complètement oubliés, comme si ça n'existait pas, comme si l'eau n'était pas là, que la mer n'était pas là, etc., etc., et qui était sur son piton un peu rocheux, complètement isolé. Là aussi, il y a un théâtre qui est une scène nationale. Il y a 6000 étudiants qui réussissent très bien. Et il y a, au niveau santé, vous avez un hôpital. Alors, c'est encore mieux qu'à Fougères, c'est un hôpital qui est au niveau des hôpitaux de Rennes et de Nantes. Alors, en fait, tout ça, ces villes moyennes, elles commencent aujourd'hui à, si vous voulez, à se développer. Et par exemple, je prenais l'exemple auprès des élus. Vous êtes à 35 minutes, 40 minutes en train de Rennes, suivant les trains s'ils sont directs ou pas. Et vous vous apercevez 2 heures de Paris, et vous vous apercevez que, par exemple, je prenais l'exemple de maître de conférence aux 2 universités de Rennes. Jeune maître de conférence, qui a des jeunes enfants, il peut habiter facilement, trouver une maison à Saint-Brieuc. Et puis, il va à l'université, il ne va pas tous les jours à l'université, il y va 2 fois par semaine, il travaille les thèses, il travaille tout ça, etc. Il peut venir habiter. Donc, je disais aux élus de Saint-Brieuc, dans le dialogue avec la métropole rennaise, c'est intéressant de voir les gens qui veulent pouvoir venir habiter ailleurs en fonction de leur métier. C'est toujours la même chose, en fonction des contraintes et de leurs désirs. Et que ces questions-là sont des questions concrètes, toujours sur les modes de vie, sur les évolutions des modes de vie dont on a parlé précédemment, et donc d'ouvrir ces territoires-là et ne pas se dire, oh là, dès qu'on est en dehors de la métropole rennaise, ce n'est pas possible. Et on voit d'ailleurs sur la carte de Bretagne, ça c'est la chance de la région Bretagne, c'est d'avoir un chapelet, on dit un chapelet parce qu'on est dans une région de tradition sociale chrétienne, donc c'est quelque chose qui est important. Et on a un chapelet finalement de villes moyennes entre les 2 métropoles, qui sont Rennes et Brest. Et donc ça aussi, dans l'évolution, si vous voulez, de l'urbanisme, de la conception de la ville, et dans cette mobilité, dans cette société de la mobilité, eh bien, ces territoires-là, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur les alliances de territoires et de ne pas opposer les territoires les uns par rapport aux autres. Encore une fois, suivant le mode de vie que l'on a, suivant l'âge que l'on a, suivant encore ses désirs,
et ces contraintes, bien sûr, suivant les métiers que l'on a, eh bien, il faut pouvoir laisser les choix. Je prendrai juste un autre exemple sur la région de Royan. Le maire de Royan, donc j'ai eu l'occasion de travailler avec le maire et la CARA, qui est l'agglomération de Royan. Le maire de Royan ne s'intéressait qu'aux retraités riches qui venaient de Paris. Alors, je lui ai dit, monsieur le maire, un jour, vous n'aurez plus que des problèmes de prostate et puis d'Alzheimer. Intéressez-vous aussi aux jeunes. Or, en visitant l'agglomération, dans l'arrière-pays, vous avez des maisons à vendre à des prix pas chers du tout, avec des hectares de vignes. Et je leur expliquais que dans l'évolution des modes de vie aussi aujourd'hui, dans les nouvelles générations, à 40 ans, 45 ans, quelquefois, on change tout d'un coup de vie, quelquefois de famille, mais aussi de métier. J'ai dit, intéressez-vous à des jeunes qui rachètent ces maisons-là, qui louent leurs terres pour les vignobles à des viticulteurs. Ils apprennent petit à petit ce métier-là, et à 40 ans, ils changent, ils laissent tomber leur entreprise, ou ils peuvent retourner sur Paris facilement en télétravail, mais à un moment donné, ça leur donne des possibilités de changer. C'est là, encore une fois, qu'il faut intégrer toutes ces évolutions sociétales pour se dire, ah, c'est pas dire que ça se fera nécessairement comme ça, mais ce sont des possibilités qu'il faut se donner. Et je pense que le travail, aujourd'hui, par rapport aux documents, encore une fois, il est nécessaire de faire des SCOT, de faire des PLH, des PLU. On n'habite pas ces territoires dans leurs procédures administratives, et donc il faut rechercher toujours cette question du projet humain et de voir comment évoluent les gens, la société, les groupes, et comment est-ce qu'on recrée donc ces liaisons sociales dont on parle depuis le début, et ça c'est très important. Et quelquefois, je m'aperçois qu'il y a des élus qui sont dans deux positions qui paraissent contradictoires et dangereuses, où on demande aux gens ce qu'ils veulent. Or, en tant que citoyen, tous les jours on a des idées différentes, hein. Ou alors on va faire des documents qu'on range dans un placard après. Et tout le travail que je pense que le CAUE fait et les discussions qu'on a avec Sébastien Sperto et le sens de cette formation, de ce colloque, de ces séminaires, c'est de se dire comment est-ce que l'on construit quelque chose, comment est-ce qu'on donne à ces documents un élément stratégique et un élément profondément humain. Et c'est tout ça, cette question-là. Alors quand on dit ça, ça paraît simple, ça paraît facile, c'est en fait très difficile, comme on le disait, avec toute cette évolution individualiste qui oublie le souci de l'autre. Or, on ne vit bien que quand on s'augmente par les autres. Merci Jean-Yves. Du coup, effectivement, l'autre, moi je rajouterais à cette... à vos brillants exposés, cette question, quelques commentaires, mais pour moi, la question, c'est le fait d'aller vers une vision globale plus équilibrée, en fait, de l'aménagement du territoire, et avec ce qu'on a vu avant, la prise en compte du temps long, qui est un élément central. On a vu, c'est pas une question de taille, c'est pas une question de poids, c'est pas une question de distance, c'est une question de persévérance, en fait, dans la volonté de transformer son territoire. Et pour moi, il y a un livre qui avait été un livre de journaliste, d'ailleurs, que j'avais lu rapidement, qui était un peu choc, qui était Comment la France a tué ses villes, en fait. Et donc ça, ce livre-là, je ne sais pas si d'autres personnes l'ont lu, ça a été effectivement, je ne sais plus, ça a une dizaine d'années peut-être, mais une prise de conscience assez sévère quand même de la manière dont justement on n'avait pas d'interrelation depuis très longtemps finalement dans notre histoire de l'aménagement du territoire. On avait oublié ces questions d'interrelation et de vision globale, et du coup se poser la question effectivement maintenant d'avoir une vision beaucoup plus équilibrée et en s'intéressant à la complémentarité, à la force et aux fonctions des territoires. Donc par rapport à tout ce que vous aviez dit, on sort d'une période aussi où on a toujours ce spectre de l'attractivité territoriale, de la métropolisation, etc. On a toujours cette idée de l'hyper-concentration finalement qui est très présente. Et finalement, on est dans une situation aujourd'hui où moi, les interrogations qui sont les plus fortes sont celles de la question du partage, en fait. Voilà. Et donc cette question du partage, c'est certainement très compliqué, hein, je ne le nie pas, à mettre en perspective, mais cette question du partage, en tous les cas, elle est essentielle dans les logiques d'aménagement du territoire. Alors heureusement, j'ai pris quelques exemples. On a des procédures, justement, suite à ce livre un peu choc, peut-être. Dans les années 2015-2016, il y a eu des premières réactions sur cette idée de ne pas abandonner une partie de nos territoires, villes intermédiaires, villes moyennes,
Pour le département du Rhône, on a une ville qui, à l'époque, a été labellisée, ça fera le lien avec le prochain film, une ville qui a été labellisée Action Cœur de Ville, qui est la ville de Tarare, 11 000 habitants, qui est effectivement dans un système qui a été raccroché avec une création d'une autoroute à un moment donné avec la 89, et qui a une particularité, c'est qu'elle a presque sa propre aire d'attraction, donc c'est pas inintéressant non plus à regarder comment fonctionne cette ville moyenne. Et puis du coup, il y a eu aussi des procédures récentes qui ont été mises en place comme petite ville de demain. J'ai mis une carte pour que l'ensemble des élus qui sont présents puissent voir après voilà, dans quelle situation sont un certain nombre de villes en bénéficiant de cette démarche portée par l'Agence nationale de cohésion des territoires et puis par les services de l'État, les chambres consulaires, le sous-préfet. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui est quand même extrêmement importante. Et du coup, sur cette notion de partage, j'avais évoqué la possibilité de s'intéresser à l'habitat. En fait, le domaine résidentiel est un des éléments peut-être les plus simples à regarder sur ces questions de partage. Et effectivement, il y a beaucoup de dispositifs qui peuvent permettre de faire évoluer la qualité de l'habitat dans un certain nombre de territoires, puisque la principale source de difficulté, c'est la lutte contre la vacance de ces tissus historiques anciens qui sont souvent très fortement impactés par ce sujet-là. L'autre enjeu majeur sur lequel je pense que vous êtes tous en relation aujourd'hui est aussi cette question de l'alimentation, en fait. Et du coup, quand on parlait d'interterritorialité, il y a tous les principes de plans alimentaires territoriaux qui sont mis en place. À Lyon, il y a sur la métropole de Lyon, en relation avec les territoires voisins, il y a le PATLI. Donc on a aussi voilà, une stratégie de réflexion collégiale sur cette question des ressources et de la sécurité alimentaire en fait, de nos territoires. Et je voulais rappeler que le département avait quand même été précurseur, par exemple, en ayant une politique très forte sur les PENAP. Et du coup, il y a déjà quelques années, s'était intéressé assez fortement à cette question de la protection des ressources vivrières de notre territoire. Voilà. Merci Sébastien. On va clore cette première partie du forum. Je ne sais pas s'il y a les petits dessins de Marie-Lise qui peuvent peut-être conclure ce temps. Voilà. Et ne tuons pas nos villes. Et voilà. Donc Marie-Lise a fait des planches pour chacun des chapitres. Je ne sais pas si Marie-Lise, tu peux ouvrir sur un peu l'ensemble. On avait ici le sujet du partage. On avait précédemment celui de la proximité. Et voilà, on aura toujours ces petits dessins.